BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Vincent Lecartier, gérant allocataire, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, est avec nous ce soir. Vincent, bonsoir. Bonsoir Grégoire. François Jubin, le président de Wise AM, à nos côtés également. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et Pascal Bernachon, directeur de la gestion de KBL Richelieu Gestion. Bonsoir Pascal. Bonsoir, allons-y sur l'Italie, puisque l'Italie reste évidemment très présente dans les sujets de préoccupation des investisseurs. Bon, une situation qui se tend à nouveau sur le marché italien, une dette qui reprend 20 points de base, des rendements italiens qui s'écartent par rapport au rendement allemand, un marché italien en baisse, les banques italiennes qui souffrent à nouveau. Enfin, je refais un peu, c'est toujours les mêmes vieux réflexes qui se remettent en place, hein, et les banques françaises qui souffrent évidemment dans le sillage des banques italiennes. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le président du Conseil s'est exprimé devant le Sénat. Est-ce que vous avez quelques éléments là, un peu la teneur du discours, et qu'est-ce qui a pu inquiéter à nouveau les investisseurs, si on pose la question simplement, Vincent? Il a fait la synthèse entre les deux extrêmes qui composent le nouveau gouvernement, c'est-à-dire entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. La Ligue voulant une baisse des impôts et le mouvement 5 étoiles voulant à l'inverse des dépenses supplémentaires sociales et notamment un revenu minimum pour l'ensemble de la population. Donc la synthèse, elle est assez simple, c'est de dire, et ça en face des contraintes européennes, de dire voilà, j'ai une dette sur PIB de 132% aujourd'hui. Mon problème, c'est pas ma dette. Mon problème, c'est ma croissance. Donc ma croissance, je vais la doper en baissant la fiscalité et en augmentant les revenus des ménages de façon à stimuler la croissance. Ouais. Et au bout d'un certain temps, l'État recevra de nouveau des impôts parce que l'économie ira mieux et du coup, la dette sur PIB pourra être à nouveau réduite. Ce qui est un pari, de mon point de vue... Voilà, dans l'absolu, l'analyse est complètement erronée, ou est-ce qu'il a juste Giuseppe Conte quand il pose le diagnostic et quand il propose les solutions qu'il il répond à son électorat, c'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs années maintenant que l'Italie fait des efforts de restriction budgétaire. On le voit, elle est aujourd'hui en excédent primaire, c'est-à-dire en clair, le pays dégage des bénéfices hors dette, hors remboursement de la dette. Le problème, c'est que la population, au bout d'un certain temps, se fatigue de ne pas voir enfin la lumière au bout du tunnel. Donc, elle dégage l'ancienne équipe qui était soumise, entre guillemets, à l'Allemagne ou à l'Europe. Et dit, bon, voilà, maintenant, nous, on veut un peu plus d'égalité, on veut que le peuple en profite. Il y en a assez de subir les restrictions et donc on veut avoir un véritable soutien budgétaire. À l'échelle européenne, de mon point de vue, ça peut se tenir comme raisonnement. À l'échelle d'un pays, les marchés vont pas laisser passer. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une sanction qui est très forte. Et du point de vue des marchés, il faut que ce soit englobé dans un projet européen. Tout à fait, tout à fait. À l'échelle d'un seul pays, s'il n'y a pas cette coordination, s'il n'y a pas cette volonté à l'arrivée d'avoir quelque chose de commun et d'avoir bel et bien un projet global qui se met en place, si c'est juste un pion qui essaye de s'agiter dans son coin, ça ne passera pas. Bon, votre sentiment sur l'Italie, François Jubin, on n'est pas au bout de nos surprises, le stress va forcément revenir, on le voit déjà réapparaître là de manière immédiate aujourd'hui. Bien sûr, c'est curieux parce que je rappelle quand même que c'est pas une nouveauté cette ligue et 5 étoiles. On sait depuis un moment qu'on va aller vers cette solution, enfin, si c'est une solution. Et là, on n'avait rien sur les marchés jusqu'à très peu de temps. C'est vrai. Rien sur les marchés. Alors je suis quand même un peu surpris que les marchés soient surpris. Ouais. Et non mais vraiment parce que le réveil a été brutal, mais vous dites le réveil a été très tardif au final. Tardif parce que tout ça c'était quand même connu depuis très longtemps. Ouais. Voilà, très longtemps à l'échelle des marchés. Et bon, donc pour revenir sur le programme économique, alors ça ressemble un peu à ce qu'on a aux États-Unis avec des baisses d'impôts, un programme budgétaire, même s'il est différent par la nature, important, et avec l'idée que tout ça va générer de la croissance et voilà, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure.
Et ça semble marcher aux États-Unis. Enfin, je veux dire, de manière assez factuelle, Sauf on a encore eu des enquêtes et des chiffres très très bons aux États-Unis. Nous verrons bien l'impact sur le déficit budgétaire d'ici. L'histoire n'est pas terminée. Voilà, l'histoire n'est pas terminée. Non. Restons sur l'Italie alors. Donc sur l'Italie, on va avoir la même chose. On va avoir la même chose avec une croissance qui n'est pas celle des États-Unis, qui avec une zone qui effectivement n'est pas celle de l'Europe, puisque c'est une partie de l'Europe et une partie de la zone euro. Donc avec des risques quand même loin d'être négligeables sur les problématiques de transfert de comptes, de fuite de capitaux qui pourraient se déchaîner si les choses se passaient mal. Bon, sur l'Italie, Pascal. Tout c'est assez simple. Le différentiel de croissance de l'Italie par rapport aux autres pays de la zone euro est de 25% sur les 20 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un réel problème structurel de l'Italie, et c'est pas effectivement en augmentant les dépenses et en baissant la fiscalité qu'on va résoudre ces problèmes structurels. Donc si on veut amener l'Italie à avoir, je dirais, une croissance à peu près équivalente à ce qu'on peut voir dans les autres pays de la zone euro, même au niveau de la France, sur une durée plus longue, ça veut dire qu'on passe par des réformes structurelles. Et ça, c'est occulté par, bien évidemment, les partis qui viennent de remporter les élections. Premier point. Deuxième point, on est effectivement, mais comme M. Trump sait le faire, dans, je dirais, la parole électorale et la satisfaction des bulletins de vote. Constitutionnellement, le parti au pouvoir, le gouvernement, ne peut pas s'écarter, je dirais, de certaines directives budgétaires. Donc à un moment donné, le président de la République aura le pouvoir, je dirais, de stopper, en relatif, il ne pourra pas tout arrêter, mais de stopper les velléités exprimées cet après-midi devant la Chambre. Ouais. Bon, l'échappatoire, le scénario qui permet d'éviter le clash ultime, parce que c'est vrai qu'on parle plus de l'Italie cherchant à sortir de l'euro, mais on voit bien qu'une Italie qui s'éloignerait trop du consensus de Bruxelles, en tout cas qui refuserait à un moment de revenir converger vers Bruxelles, c'est une Italie qui forcément serait amenée à un moment à se poser cette question-là de manière assez claire. François, Vincent Lecartier, allez-y Vincent. De toute façon, on a gardé au sein du gouvernement un eurosceptique profond qui est celui qui va être en charge des échanges avec les partenaires européens. Donc, Monsieur Paolo Savona, qu'on pressentait pour l'économie et les finances, qui a été relégué aux affaires européennes. Exactement. Bon. Donc déjà, pour moi, ça pose un problème sérieux et on va bien voir dans quelques semaines, puisque c'est à la fin juin, comment s'établissent les échanges avec le reste de l'Europe. La deuxième chose, c'est que vous avez deux partis qui sont a priori tout de même plutôt eurosceptiques, donc qui ont quand même la tentation de vouloir sortir. La Ligue a beaucoup monté récemment dans les sondages. Elle peut être tentée potentiellement de casser le gouvernement, c'est-à-dire de faire une première tentative de programme, de voir si ça marche ou si ça ne marche pas, et à la limite, d'une certaine manière, si les pays européens venaient bloquer, empêcher ce gouvernement d'agir, ça serait pour le coup un véritable prétexte. Vous retournez devant les urnes, et là, pour le coup, vous avez un véritable référendum. Euro ou pas euro, Europe ou pas Europe. Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt, nous, Européens, enfin partenaires européens de l'Italie, à tirer trop sur la corde non plus. Moi, c'est mon sentiment. Ça, faut pas que nous, on aille au clash non plus. C'est mon sentiment, c'est qu'il faut faire très attention sur les jours, semaines qui viennent, à ne pas trop effrayer ce gouvernement. Et là, il va falloir, pour le coup, demander aux Allemands de faire énormément d'efforts, ce qui va être compliqué. François Jubin sur l'Italie, puis on passera à d'autres sujets après. J'ai envie de rester un peu optimiste quand même. Pourquoi? Parce que on ne vous l'interdit pas, François. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Parce que bon, il y aura un optimiste raisonnable. Il y aura un principe de réalité quand même. Donc ce principe de réalité, c'est quand même, ce sont les marchés financiers, c'est le financement de cette dette qui aujourd'hui est un financement assuré par les épargnants italiens eux-mêmes, si on en croit la balance des paiements, mais qui n'empêche pas les transferts non plus au sein de l'Europe. Donc je pense qu'il y aura un principe de réalité qui, une fois passé la période électorale, enfin la nécessité d'aller dans le sens que vous signaliez, dans le sens des bulletins de vote, bien ce principe de réalité, à mon sens, devrait revenir. Bon, l'Italie qui pollue quand même
toute l'ambiance du moment et toutes les stratégies d'investissement qu'on peut avoir en Europe. Enfin, je veux dire, on le voit, hein, ce matin, ça partait bien, et puis là, boum, patatras. Hein. Enfin, je veux dire, les banques chutent à nouveau. Je disais, on reprend les vieux réflexes. Ça met à plat beaucoup de stratégies d'investissement en ce moment. On doit se poser Pascal, des questions. Alors, petite précision, 70% des Italiens sont pour rester dans l'euro. Donc, s'il y avait un référendum, ça fragiliserait probablement pas, je dirais, le fait de rester dans l'euro. Que ça fragilise les marchés financiers, ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs. On a vu, puisque la peur, c'était de nouvelles élections. Pourquoi ? Parce que c'était le suspense peut-être jusqu'en septembre, si les élections pouvaient avoir lieu en septembre. Et le mouvement 5 étoiles a refusé ces élections parce que les sondages donnaient une avance un peu plus importante à la Ligue et donc ils n'ont pas voulu perdre. Hein. C'est un peu la combinaison. Cela étant, oui, d'un point de vue des marchés actions, il est évident. Même si je suis totalement d'accord, on reviendra à la réelle politique, et on en avait parlé sur le plateau il y a 15 jours, ça n'empêche que ça va créer effectivement des périodes, je dirais, de tension, de hausse de la volatilité, ce qui est assez extraordinaire. Donc c'est l'aversion au risque qui va guider les marchés, là. C'est voilà. Plus les fondamentaux, c'est l'aversion au risque. Inévitablement, mais ce qui est très impressionnant, je finissais un papier aujourd'hui, c'est de voir que dès qu'il y a une accalmie, il y a un courant acheteur qui se déclare. Ouais. Et qui en fait je dirais la réaction de la liquidité encore abondante et qui sait pas très bien où aller parce que sur les taux il y a plus grand chose à faire. Alors attention, ça sent un petit peu ce qu'on appelle le chat mort, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois. Alors c'est les dernières velléités acheteuses là qui s'expriment, c'est ça, non ? Autant de fusion-acquisition, ça rappelle des périodes où, comme on dit, les armes montent au ciel, quoi. Ouais, donc voilà, mais c'est assez impressionnant. Hein. On l'a vu hier soir, on l'a vu ce matin en ouverture sur l'Eurostock 50, le marché est prêt à repartir. On a buté, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur 5500 points indice CAC, et donc on reste un peu dans ce canal baissier. Mais oui, ça va perturber, bien évidemment. Et on ne peut pas. Enfin, nous, on était positifs, on est repassé à la neutralité. Et c'est ça. Il n'y a pas le choix. On peut pas avoir des ambitions trop importantes en ce moment dans le contexte actuel. D'autant plus, je finis, que quand on va arriver dans les mois à venir, et on va très vite commencer à regarder 2019, puis après déjà un peu début 2020, pas de scénario de récession, mais quand même des indicateurs économiques qui fléchissent. Donc fatalement, on n'a pas encore de révision des bénéfices, des perspectives bénéficiaires. Je serais pas étonné qu'à la rentrée, on commence à en voir un peu. Ralentissement économique, ralentissement de la croissance, hein, évidemment, incertitude politique, c'est pas, ça reste positif. Mais bon, voilà, c'est pas le cocktail idéal pour les marchés. Des velléités acheteuses qui s'expriment quand l'accalmie revient, enfin qui s'expriment essentiellement à travers deux secteurs, hein, la tech et le luxe, qui sont encore les deux secteurs vedettes qui permettent au CAC 40 de tenir cet après-midi. On marque une pause et on en parle dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Des marchés qui tiennent, qui résistent à la situation italienne. Alors l'Italie est emportée évidemment, donc Giuseppe Conte s'est exprimé devant le Sénat tout à l'heure pour détailler son programme, ou en tout cas préciser un petit peu sa position, ses intentions, et on sent un gouvernement italien qui sera quand même beaucoup plus agressif, beaucoup plus dynamique dans ses revendications vis-à-vis de Bruxelles. Donc cela crée à nouveau un peu de stress de marché. On le voit sur la dette italienne ou à la bourse de Milan qui recule de 0,6%. Les banques en première ligne à nouveau. Hein. On voit aussi l'impact sur nos banques françaises qui baissent entre 1 et 1,5%. En revanche, on a la chance à Paris d'avoir deux secteurs qui restent deux secteurs moteurs inoxydables, la tech et le luxe. C'est pas nouveau, on a déjà parlé 1000 fois peut-être depuis le début de l'année, mais on va en reparler puisque les valeurs tech sont à des niveaux records. Quand on prend tout part des États-Unis quand on parle de tech. Donc c'est le Nasdaq a un record encore aujourd'hui, Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, toutes ces valeurs-là, certaines ont doublé déjà depuis le début de l'année. Toutes ces valeurs-là sont sur des plus hauts historiques. Qu'est-ce qu'on dit ? Heureusement qu'il y a encore la tech. S'il faut aborder quand même la tech avec de plus en plus de méfiance ou pas du tout ? Non, Pascal. Heureusement, il y a STM par exemple qui redémarre aujourd'hui et voilà, qui franchit un niveau assez intéressant et qui peut effectivement continuer, hein, parce que la part de STM dans l'équipement automobile croît d'une manière relativement significative. On a de très belles valeurs technologiques, hein, que ce soit dans les paiements, je pense à Wirecard, je pense bien évidemment à Sopra ou je pense à SAP dans le cloud. Donc oui, il y a je dirais pas de survalorisation, hein, comme il y en a pas, je le rappelle, aux États-Unis. Hein, on n'est plus, je dirais, dans les survalorisations
situation de la bulle technologique et on a de la visibilité. Idem sur le luxe, où on a vu les deux entreprises que tu citais qui ont parfaitement compris LVMH Kering. le virage des millénials, donc une offre produit qui s'élargit à une nouvelle génération plus jeune et peut-être avec des niveaux de prix un peu inférieurs. Et on voit effectivement les croissances des ventes de ces deux sociétés qui sont extraordinaires. L'ennuyeux, je dirais, pour des gérants, enfin là, je laisserai mes corrigionnaires parler, mais l'ennuyeux pour des gérants, c'est qu'effectivement, si on veut performer en ce moment, eh bien, on va mettre de la tech, on va mettre LVMH Kering et on part en vacances et on revient dans quelques temps. Et parce que effectivement, beaucoup d'autres valeurs sont totalement oubliées, ignorées. Alors les banques, je le comprends, les télécoms, je le comprends, bien évidemment, mais il y a quand même, je dirais, quelques pépites qui mériteraient, je dirais, un petit peu plus de regard. En temps, il y a un réveil, il y avait Inditex qui se réveillait aujourd'hui dans l'attente de la publication de ses ventes. Mais voilà, on est porté par ça parce que les gérants, et ce qui est logique, sentent qu'il y a quand même, je dirais, un peu, je dirais, de nuages à l'horizon, que ça soit la guerre commerciale, le prix du pétrole qui va influer sur les coûts de production des entreprises, la valeur dollar-euro, les taux d'intérêt, l'inflation, enfin... Il y a un géopolitique, un cocktail quand même relativement conséquent qui fait que dans ces cas-là, on ouvre le parapluie, on se réfugie. Secteur qui a monté un petit peu et qui devrait monter un peu plus en relatif, c'est la pharmacie. Ouais. Non, mais vous dites, j'aime bien, on se réfugie sur la tech et sur le luxe. Est-ce qu'on est encore dans la rationalité aujourd'hui quand on achète la tech et le luxe, pour être assez global, ou est-ce que non, on est sorti de ça et l'intérêt pour ces secteurs-là, pour ces thèmes-là, va bien au-delà d'un simple intérêt rationnel, financier, François? Moi, je trouve qu'on est dans les valeurs refuges. On a l'impression que aujourd'hui, ces grandes valeurs qui se paient quand même très très cher, 48 fois les résultats pour Hermès, pour les résultats attendus. Donc c'est une très belle valeur et on se dit que c'est insensible à l'environnement du pétrole, que c'est insensible à l'Italie, que c'est insensible au cycle, à tout, quoi. Voilà, à tout, et c'est résilient. Ouais. Et c'est la même chose pour ces on est un peu aveuglé quand même, vous dites, dans l'analyse qu'on fait de... Écoutez, c'est un peu comme si vous aviez sur un porteur obligataire, vous dites je prends des taux allemands parce que finalement qu'est-ce que je risque, même si je suis payé zéro, qu'est-ce que je risque? Alors là, on n'est pas sur des problématiques de rendement, on est sur des problématiques de valeur d'entreprise qui ont une qualité intrinsèque indéniable. Je veux dire, personne ne remet en cause la qualité intrinsèque. Donc voilà, donc on a ce côté, me semble-t-il, de flight to quality, avec un élément qui me semble intéressant à prendre en compte, c'est des tensions sur les taux d'intérêt qui se sont considérablement allégées aux États-Unis. C'est vrai. Qui était un élément... Par effet de bord des marchés européens? Pas forcément, parce que la conjoncture, même si elle est solide aux États-Unis, on a les ISM qui sont bien revenus, mais qui sont pas non plus au plus haut de ce qu'on avait connu aux États-Unis. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le marché obligataire acte ça. C'est que on était monté à 3,15. 3,12, ouais, c'est ça, oui, 3,15 au plus haut, et puis maintenant on est redescendu de 90. Donc ça, c'est favorable, me semble-t-il, à ces grandes valeurs pour lesquelles on qui profitent des taux bas, qui ont profité des taux bas et qui continuent d'en profiter. Ouais. Exactement. Bon. Vincent, je vous ai posé 100 fois la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec le luxe et la tech? Pour moi, c'est un peu la même thématique, c'est-à-dire des oligopoles ou des situations concurrentielles modérées en réalité, pricing power très très fort, et vous êtes dans une situation où l'exposition aux aléas du cycle est faible. Sur ces deux thématiques, modérées en tout cas. Réellement ou pas? Parce que, je sais pas, Google, Apple, ils sont aussi insensibles au cycle que ce qu'on veut bien croire aujourd'hui. Enfin, Google, c'est quand même leur premier métier, c'est la publicité. C'est la pub en ligne. Enfin, je veux dire, si on parle de secteur cyclique, les premiers budgets qu'on coupe quand ça commence à aller mal, c'est tout ce qui touche la publicité, justement. J'ai pas dit que c'est immunisé. Ouais. J'ai dit que si on fait ce que le consensus pense, c'est-à-dire un plateau cyclique, un léger déclin, ces boîtes-là s'en sortiront mieux.
mieux que les autres. Ces sociétés n'auront pas de problème. Si par contre, effectivement, il y a un grand retournement, là, elles souffriront comme tout le monde, voire même fortement, parce que tout le monde a une très très forte surexposition sur ces thèmes. Pour rester sur la valorisation, moi, autant sur le secteur du luxe, j'ai du mal de plus en plus. Ouais. Autant sur la techno, quand je regarde la progression des bénéfices sur les 10 dernières années, j'ai vu passer une étude de Goldman qui était très intéressante sur le sujet. Sur les 10 dernières années, 86% de l'augmentation des prix des technos est venue exclusivement des résultats. D'accord. Exclusivement des résultats. Le reste, c'est du repricing. Quasiment 90% de la hausse de ces valeurs s'est faite par la croissance des profits. Exactement. Et si vous regardez la même statistique pour le MSCI World, retraité des technos, vous n'avez plus que 55% de progression qui réplique la progression des bénéfices. Donc en réalité, les marchés qui sont chers, ce sont les valeurs traditionnelles et non pas les techs, paradoxalement. Et en plus, aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés de techno qui sont asphyxiées de cash. Ouais. Asphyxiées de cash. Quand on voit les programmes de rachat d'actions d'Apple, c'est 100 milliards. Voilà, elles ne savent plus quoi faire de leur argent. Et à la limite, la hausse des taux, d'une certaine manière, les arrange parce qu'elles ont enfin un peu de rémunération pour le cash dont elles disposent. Donc non, c'est une thématique qui me semble encore porteuse dans une allocation. Oui, c'est ça. Autant les valeurs du luxe se renchérissent quand même, ont des valorisations qui sont quand même toujours plus élevées. Vous citiez l'exemple d'Hermès tout à l'heure. Autant, je sais pas, on parlait d'un Netflix tout à l'heure avec Grégory Volokin. Le titre a dû prendre 70-80% depuis le début de l'année. La valorisation de Netflix, parce que les profits sont au rendez-vous et que les profits progressent plus vite que le cours de bourse, la valorisation de Netflix, elle est peut-être inférieure à celle qu'on avait en début d'année. Le Nasdaq en global se paye autour de 20 fois l'année prochaine. Ouais. Donc c'est beaucoup moins cher que beaucoup de sociétés de forte croissance ou de luxe. Ouais. Tiens, à propos de luxe, je ne sais pas si vous avez vu la petite analyse de Société Générale là, qui faisait ses calculs justement. Alors c'est toujours intéressant d'essayer de voir un petit peu qui pourrait intégrer le CAC 40 demain. J'ai toujours eu l'idée communément admise que Hermès ne pourrait pas rentrer au CAC 40 parce que pas assez liquide, pas assez de flottant. Les analystes de Société Générale, ils ont fait les calculs, ils disent pas du tout. Quand on prend en compte la liquidité et le flottant d'Hermès, ils arrivent en 34e position des valeurs françaises les plus liquides, avec le flottant le plus conséquent, en tout cas suffisant pour intégrer largement l'indice CAC 40. Et SG nous dit, mais ils ont toute leur place au sein du CAC 40. Et même la dernière recomposition d'indice septembre 2017 par le conseil scientifique d'Euronext, Société Générale nous dit ils ont été un peu légers sur le fait de ne pas mettre Hermès justement dans le CAC déjà à cette époque. Il l'avait déjà écrit à l'époque. Et voilà. Oui. Bon, et alors Hermès au CAC, fausse bonne idée ou vraie bonne idée d'avoir Hermès en plus de LVMH? Alors ça va encore repondérer. Là, ça va encore obliger les gérants à être encore plus luxe. Alors faisons rentrer. Non, Moncler est pas. Mais bon. Non, mais oui, voilà, c'est en Italie, Moncler. Oui, Moncler est en Italie. Mais oui, non, c'est fatalement. Mais non, elle a sa place, bien évidemment. Ouais. Moi, je sais pas si Hermès rentre au CAC demain, est-ce que c'est pas un mauvais signal pour le secteur du luxe? Non, on a toujours l'impression qu'ils font rentrer les valeurs un peu à contre-temps. C'est souvent le cas. C'est très souvent le cas. Ouais. C'est-à-dire que les valeurs qui sortent, généralement, c'est des dossiers qui ont souffert pour X raisons. Ouais. Et en revanche, les valeurs qui rentrent, c'est généralement des histoires qui ont été fabuleuses sur les dernières années. Donc effectivement, ça peut signaler une forme de haut de cycle. Alors ça veut pas dire pour autant. C'est un biais psychologique dans le conseil scientifique des indices d'Euronext là? Non, c'est mécanique. C'est mécanique puisque c'est la perte de capitalisation, perte de liquidité, la capitalisation augmente est décuplée par les performances. Et quand vous regardez la performance d'Hermès sur les 3 dernières années par rapport au CAC 40, et on comprend tout de suite. Et le conseil scientifique a intérêt, s'il veut rendre l'indice sexy, à faire rentrer les thématiques qui sont porteuses. Ouais. Donc c'est assez logique en réalité de faire rentrer le luxe et d'aller sortir un Sodexo ou quelque chose comme ça en face, bien sûr. Sodexo, Lafarge-Holcim, je crois, ils disent dans leur note du jour. Les analystes de Société Générale, donc, qui se livrent à l'exercice de savoir qui pourrait rentrer et sortir du CAC. Hermès étant un entrant tout à fait légitime, nous dit Société Générale. Bon, on a déjà LVMH, Kering qui pèse très très loin avec déjà des performances spectaculaires. Et la tech qui nous aide bien aujourd'hui. ST Micro en est le parfait exemple avec une progression de 4,5%. Pour autant,
ça n'empêche pas le CAC 40 de céder un petit peu de terrain à quelques secondes du fixing maintenant, moins 0,12%. Ce sont les bancaires qui se mettent à peser lourd en fin de séance avec le sujet italien qui reste prédominant en Europe dans l'esprit des investisseurs. Une pause et on va marquer ensemble la fin de séance sur les marchés européens. Fin de séance sur les marchés européens avec un coup de mou en fin de séance. C'est l'Italie qui pèse à nouveau avec le secteur italien, enfin le marché italien, le secteur bancaire italien et puis des tensions là qui reviennent sur la dette italienne après le premier discours de Giuseppe Conte qui attend le vote de confiance du Sénat avant la confiance de la Chambre basse du Parlement italien demain. On sent une Italie de toute façon beaucoup plus dynamique et agressive dans ses revendications vis-à-vis de ses partenaires européens sur la question de l'immigration, sur la question de la croissance économique également. Oui à l'Europe, l'Europe est notre maison, disait tout à l'heure Giuseppe Conte. Oui à la réduction de notre dette publique, 132% du PIB. Donc effectivement c'est un sujet qui n'est pas ignoré par le gouvernement italien, mais cette réduction de la dette doit se faire avec la croissance et non pas avec l'austérité. Et là, évidemment, tout va être une question de mesure. Où est-ce qu'on place le curseur pour essayer de rester dans le consensus de Bruxelles ou au contraire élargir un petit peu le consensus de Bruxelles aujourd'hui pour faire rentrer les revendications italiennes. C'est tout l'enjeu de la négociation du moment. Le marché italien donc en baisse et le marché parisien qui est un petit peu affecté par cette situation à nouveau. On en parle avec nos invités autour de la table. Et Jean-Luc Cussac qu'on va retrouver en duplex chez Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, on se parlait tout à l'heure. Vous nous décriviez un marché un peu plus calme, un peu plus serein, moins d'excès, mais un marché toujours très très laborieux. Et on voit bien que dès que ça commence à coincer à nouveau du côté italien, eh bien l'envie pour le reste des investisseurs, l'envie n'y est plus. Oui, je disais aussi que c'était poussif. Pourquoi payer quelles seraient les raisons de payer ce marché par exemple 5005 dans l'idée d'aller chercher combien 5007 non, c'est pas dans l'esprit des grandes gestions. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé la raison puisqu'ils ont plutôt même vendu un petit peu en clôture. Bon, c'est surtout de l'aspect. Ce qui se prend les pieds dans le tapis. Je pense ce matin, on est arrivé avec des idées un peu grises. Tout d'un coup, c'est reparti à la hausse, on se demande pourquoi. Et puis c'est retombé, c'est remonté, c'est retombé un peu plus en close. Et en général, si vous voulez, quand on revient comme ça à la case départ en fin de séance, c'est que, c'est un signal d'essoufflement d'abord. C'est un signal qui manque du carburant, qui manque d'idées, qui manque vraiment de raisons à payer davantage après quand même une belle reprise technique des marchés, que ce soit le CAC, le DAX, ils ont tous les deux bien rebondi par rapport à leur plus bas. Donc voilà, on a fait de gros mouvements entre guillemets quand même, avec en face de faibles intérêts, une spéculation donc un petit peu prise à revers comme d'habitude, mais bon sans grandes conséquences. Mais là par exemple juste avant le fixing, on est à combien? On est à 2 milliards de volume. Donc on va faire peut-être un petit 800 millions au fixing et puis voilà, vous voyez, on va être peut-être autour de 3 milliards. Donc c'est pas une journée transcendante au niveau des intérêts. Alors sauf que évidemment les secteurs financiers est affecté. Alors là également, c'est toujours un peu excessif. Un coup la spéculation paye, un coup elle vend, elle amplifie le peu d'initiatives que pourraient mettre en place les gestions, mais qui sont toujours extrêmement méfiantes. Donc de toute façon, pas trop sensibilisés pas obligatoire, pas obligé d'intervenir dans l'urgence. Et c'est pour ça que sur le fond, il n'y a pas énormément de business sur ce marché. Mais par contre, c'est vrai, il y a de quoi faire des allers-retours intraday. Il y a des choses à faire. Mais voilà, on a peut-être fait un plus haut temporaire en tout cas, à nouveau. Pas comme les précédents quand je l'annonçais à 5604, mais voilà, une reprise technique qui peut en rester là au moins dans un premier temps. Effectivement, un petit coup d'arrêt, on l'a vu, dès qu'on a voulu franchir les 5500 points sur le CAC 40 cash, tout de suite on est revenu en dessous de ce niveau, 5460 points à l'arrivée pour l'indice parisien, le CAC 40 cash, moins 0,22% et des volumes effectivement qui sont désormais limités, 3,5 milliards échangés, 3,6 milliards échangés ce soir sur le CAC 40, la tech, le luxe en vedette, on notera également Accor qui rebondit, on va dire un mot dans un instant du dossier Accor, Hôtel, Air France, KLM, et puis
faiblesse de Schneider Electric. Alors des informations de presse qui indiquaient que Schneider allait peut-être devoir réviser un peu ses budgets ou ses ambitions financières en raison notamment de la hausse du coût des matières premières. Un porte-parole de Schneider s'est exprimé en indiquant qu'à ce stade, il n'y a aucune raison de remettre en cause quelques perspectives que ce soit. Mais bon, le marché regarde quand même le dossier Schneider aujourd'hui avec un œil un peu circonspect puisque le titre Schneider recule de 2,4%. Les banques, on en parlait tout à l'heure, on est reparti sur l'Italie à la baisse, le secteur bancaire italien qui recule de 3% cet après-midi. Ajoutons en plus le sujet très spécifique autour de Deutsche Bank, qui n'est pas une paille quand même pour le secteur bancaire européen. Deutsche Bank au tapis, qui perd encore 1% aujourd'hui. Et à Paris, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale recule entre 1,5% et 2%. Et puis on notera des notes d'analystes qui ont pesé fortement sur certains cours de bourse, sur Eramet notamment, cette Exane BNP Paribas qui a abaissé sa recommandation sur Eramet à sous-performance. Les analystes d'Exane estiment que le consensus est désormais trop optimiste concernant les perspectives d'Eramet. Moins 9% pour le titre Eramet ce soir, après un parcours spectaculaire évidemment dans le secteur des ressources de base, des minerais. Et puis Casino Guichard, là aussi, alors dossier un peu compliqué à lire, y compris pour les analystes qui se plaignent toujours du manque de lisibilité des résultats et des comptes d'un groupe comme Casino Guichard aujourd'hui. Et Barclays a abaissé son objectif de cours sur le titre, maintient son conseil à sous-pondérer. Les analystes de Barclays s'interrogent justement sur la génération de cash flow et la capacité du groupe Casino Guichard à revenir à un cash flow libre positif cette année et mettent en parallèle évidemment les prochaines échéances de dette qu'il faudra rembourser pour Rallye, la maison mère, la holding qui contrôle Casino Guichard. Le titre Casino chute de 6% ce soir. Voilà pour les quelques actualités spécifiques autour des entreprises cotées à Paris. Le CAC 40, moins 0,2% au final ce soir, 5460 points avec une nouvelle faiblesse marquée de l'Italie. La bourse de Milan recule de quasiment 1%. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau avec nous jusqu'à 18h. François Jubin, le président de Wise AM, Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSafe, Pascal Bernachon, directeur de la gestion de KBL Richelieu Gestion, un petit mot des banques, mais qui sont toujours les premières victimes quand on parle de crise souveraine, ou en tout cas de crise politique autour d'un pays comme l'Italie. Il n'y a plus rien à attendre des banques, là, à court, moyen terme. On a capitulé sur l'idée que les banques européennes allaient retrouver un peu de valorisation en bourse, Pascal? Alors, il y a un problème de rentabilité. On l'a vu dans la publication des résultats, même s'il y a eu quelques bonnes surprises à Crédit Agricole, Natixis. Crédit Agricole qui est d'ailleurs, je dirais, impliqué en Italie, ses participations. La banque française qui baisse le plus aujourd'hui. Ce qui est logique. Ouais. Ce matin, il y avait une rumeur, hier, d'un mariage, mais qui a déjà été évoqué il y a quelques années, Unicredit, Société Générale. Mariage extrêmement intelligent, puisque d'un côté banque d'investissement, d'un côté banque de détail, là il y a des vraies complémentarités. Très honnêtement, et ça a été repris je crois par une autorité qui disait qu'effectivement on pouvait peut-être avoir des banques de taille un peu plus conséquente au sein de l'Europe, en comparatif par rapport à la taille des banques américaines. Donc un jour, oui, il y aura à nouveau un mouvement de rapprochement. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec les inquiétudes sur les taux italiens, avec les inquiétudes sur l'Italie, avec cette réglementation où, à l'inverse des États-Unis, on ne déréglemente pas. Je rappelle que les banques américaines ont sorti des résultats corrects et en plus, elles bénéficient de la déréglementation de la loi Volcker, de la loi Dodd-Frank, ce qui n'est pas le cas des banques françaises qui restent européennes, bien enfermées dans une réglementation un petit peu lourde. Donc non, il y a pas grand-chose à faire. Okay. Ça fait des années. Je dis, il faut les jouer en trading. Oui, c'est vrai. Mais même pour le moment, c'est même pas intéressant à jouer. Voilà. D'accord. François et puis Vincent sur les banques, on n'est pas obligé de refaire toute l'histoire, mais est-ce qu'il y a un truc à attendre des banques ou est-ce que non, il faut rien attendre des banques là européennes, le contexte n'est pas du tout favorable et regardons autre chose ailleurs sur le marché. Ou est-ce que non, il faut au contraire regarder ça. Je partage à 100% le point de vue de Pascal. Ouais. Donc effectivement, pourquoi pas jouer des cycles sur la version risque. Donc c'est ça. Une fois que les titres sont vraiment ont corrigé de façon très significative, on peut se poser la question d'avoir un retour à meilleure fortune. C'est juste pour vous une manière de s'exposer effectivement au marché, sans être vraiment investi fondamentalement sur ces dossiers bancaires. Vincent, sur les banques.
Pareil, c'est des dossiers taux, et là pour le moment ça va dans le mauvais sens, c'est-à-dire que les taux ont plutôt tendance à se détendre. Donc moi j'aurais tendance à me porter plutôt sur d'autres secteurs, type immobilier, voire même télécom, voilà, se reporter sur des dossiers qui eux bénéficient plutôt de la détente obligataire. Accor Air France KLM. Bon, on en a beaucoup parlé hier, mais on peut continuer d'en parler aujourd'hui, puisque le marché semble un peu soulagé. Hier, le marché s'inquiétait, enfin, c'est comme ça qu'on l'a compris, de voir Accor partir dans la galère Air France KLM. Parce que ceux qui souffraient hier, c'était les actionnaires d'Accor. Le titre baissait de quasiment 7%, quand Air France KLM, évidemment, les actionnaires d'Air France KLM se réjouissaient de la perspective de voir l'État français peut-être sortir du capital. Air France KLM prenait 7%. Là, on a inversé les rôles, c'est Accor qui rebondit un peu, et Air France KLM qui rechute de 4-5% sur ce dossier. Bonne idée, très mauvaise idée, ça n'arrivera jamais. Coût financier, pourquoi pas, c'est-à-dire que Air France... Pour Accor, vous voulez dire? Oui, pour Accor. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas, parce que d'acheter du Air France à ce prix-là, vous dites pour Accor, on peut imaginer que c'est peut-être un coût financier. Oui. Surtout si vous faites une opération par échange de titres, vous risquez pas grand-chose. Ça va vous coûter 3-4% du capital. Ouais. Voilà, c'est pas forcément très grave. Ça va diluer un petit peu les actionnaires chinois. Au passage, ça va permettre éventuellement à l'État français de ressoutenir un petit peu la société si nécessaire et de proposer des packages vol plus hôtel. Voilà, très bien. Mais je suis pas sûr que ça soit très confortable de devoir négocier avec les syndicats d'Air France. Donc moi j'éviterais. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Hier le marché a tranché parce que Accor a perdu en bourse 2 fois plus que ce qu'ils auraient pu mettre sur la table pour acheter les 14% de participation de l'État. Moi ça me semble très compliqué. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps, c'est-à-dire laisser aux syndicats être rajeunis et être minoritaires. Bon, de toute façon, l'État a fixé une sorte de calendrier. Priorité, c'est d'abord trouver un nouveau dirigeant pour Air France et on envisagera après des liens capitalistiques éventuels. Bon, moi, je vais faire une note d'humour, c'est-à-dire qu'un client d'Accor n'est jamais déçu, un client d'Air France est souvent déçu. Ouais. Bon. Non, mais on en est là. Voilà, donc si on regarde la gouvernance, qu'est-ce que va faire Accor là-dedans, de toute évidence. Alors oui, effectivement, ça permet de contrer Booking.com en essayant de vendre des réservations. Bon, pour 450 pour Sébastien Bazin, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à prendre la présidence du conseil d'administration d'Air France pour gérer les stratégies anti-Booking et anti-Expedia ou autre. Votre chaîne de radio annonçait que Air France allait peut-être nous faire une belle grève pendant les vacances d'été, n'est-ce pas? Ils n'ont pas envie de s'arrêter pour l'instant. Voilà, mettre 450 millions là-dedans, à leur place, j'attendrai un peu quand même. Effectivement. François, qu'est-ce qu'on peut dire rien de plus sur Accor. Bon, Accor un peu soulagé aujourd'hui, un titre rebondi de 2% et Air France KLM qui recule de quasiment 5%. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, dernier quart d'heure du club de la bourse avec nos invités. Le CAC 40, moins 0,22% à l'arrivée, 5460 points. L'Italie faible à nouveau avec Giuseppe Conte qui s'exprimait devant le Sénat et qui montre évidemment une posture italienne dynamique dans ses revendications vis-à-vis des partenaires européens sur des sujets fondamentaux, l'immigration et l'économie, pour faire simple. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h. Je vous rappelle la clôture du CAC, moins 0,22% ce soir, 5460 points. L'Italie qui inquiète à nouveau, en tout cas un petit retour de tension sur l'Italie avec le discours de Giuseppe Conte devant le Sénat tout à l'heure. Le Parlement italien qui va voter d'ici demain la confiance au nouveau gouvernement. Le luxe et la tech qui permettent quand même au marché de résister. Le Nasdaq qui marque de nouveaux records. Et puis les questions de commerce international. Je voulais peut-être qu'on en dise un petit mot. Pascal Bernachon est avec nous en plateau. Cabel Richelieu Gestion, Vincent Lecartier, WeSave et François Jubin, président de Wise AM. Bon, il y a plusieurs nouveautés. Alors, sur l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain, Donald Trump nous dit qu'il ne veut plus négocier en même temps avec le Canada et le Mexique, le principe de l'accord. Il veut négocier en tête-à-tête avec le Canada d'un côté et le Mexique de l'autre. Donc, on a une nouvelle stratégie sur l'ALENA. On a la fermeture du marché iranien et la confirmation. Alors, on attend de voir ce que Total fera, mais ça semble mal parti pour que Total puisse conserver son projet gazier sur place. Mais
la confirmation que Peugeot va se retirer, et puis la perspective d'un G7 fin de semaine, je crois, G7 ou G20 G20 fin de semaine, sachant que le G7 de la semaine dernière s'est terminé en G6 versus les États-Unis. Hein, voilà, c'est ça. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette thématique-là, et surtout dans quelle mesure est-ce elle pèse ou non sur les cours de bourse? C'est-à-dire que dans la valorisation des marchés, il y a quand même l'idée que les grandes entreprises mondialisées ont accès à des débouchés commerciaux de par le monde et profitent justement de la prospérité du commerce mondial. Est-ce que ça s'est remis en cause ou pas du tout? Est-ce qu'on n'est toujours pas dans le schéma de la guerre commerciale qui fait mal? François Jubin. Moi, je regarde un indicateur, c'est la performance des actions émergentes qui a été très fortement impactée par différents facteurs, mais je crois que la ligne dure soutenue par Trump a eu une répercussion importante sur les mauvaises performances boursières des marchés émergents. Et alors donc, je pensais à un moment donné qu'il s'agissait d'une posture de la part de Trump et qu'après, on allait finalement revenir vers davantage de multilatéralisme dans les négociations commerciales internationales. Mais tout ce que vous nous avez annoncé montre qu'il est visiblement assez déterminé. Ouais. Alors, curieusement, ce sont les Européens qui sont les Européens, le Canada, le Mexique qui sont en ligne de mire. Et puis, alors que le déficit commercial se trouve quand même essentiellement avec la Chine. Ouais. Voilà. Donc, il doit y avoir, on l'a vu avec cette valeur chinoise dont le nom m'échappe malheureusement, qui a été sous embargo. ZTE. ZTE, oui, bien sûr, l'équipementier télécom chinois, oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, finalement, on s'aperçoit que les Chinois ont quand même quelques armes dans la négociation c'est sûr. Que les Européens visiblement n'ont pas réussi à montrer jusqu'à présent. La Chine, là, selon le Wall Street Journal, qui propose aujourd'hui aux États-Unis d'acheter 70 milliards de dollars de produits agricoles, énergétiques supplémentaires pour que Trump arrête ses menaces, justement, sur le commerce mondial. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de neuf sur cette thématique du commerce mondial, Vincent? Ça devient vraiment très dangereux. Ça devient un transfert de pouvoir d'achat d'une zone vers une autre. Si la Chine se met à acheter plus de produits en provenance des États-Unis, c'est autant que l'Europe ou que l'Argentine ne pourra pas lui fournir. Ouais. Donc on va se retrouver bel et bien marginalisé avec un déclin additionnel de croissance et les marchés nous le feront payer. Donc ils le font déjà payer aux marchés émergents parce que c'est la zone la plus volatile. Donc c'est assez logique de les attaquer en priorité, d'autant plus que vous aviez en parallèle une montée des taux d'intérêt et un dollar qui s'est renforcé, donc ce qui a tendance à pénaliser tous les emprunts qui sont contractés par les entreprises ou pays des zones émergentes. Donc on se retrouve dans une situation où bel et bien Chine, États-Unis, vous êtes assez contents, sauf que ce sont deux pays dont l'endettement monte, qui s'opposent de plus en plus frontalement. Donc effectivement, ils vont régler leurs comptes à coups de milliards échangés avec tout sauf de la tech. Ouais. Voilà. Et les autres, ils vont rester marginalisés. Et malheureusement, les périples italiens vont pas nous aider à émerger de. Mais c'est ça, faire émerger une position commune, c'est ça en plus. Bien sûr, bien sûr. Pour conclure, Peugeot qui confirme le départ d'Iran, c'est un coup dur pour Peugeot, c'est un coup dur pour les Européens, c'est comment? C'est pas le choix, c'est pas le choix, c'est exactement comme Total qui a annoncé qu'il se retirait. On avait, je rappelle, essayé de trouver des solutions comme un article de 1992 ou un financement par la BPI et non plus par les banques classiques. Malheureusement, s'il y a des sanctions, on a vu ce que ça a donné pour les entreprises européennes qui avaient continué, pour certaines, de travailler avec l'Iran, les amendes qu'elles avaient dû payer, entre autres certaines banques françaises. Donc il n'y a pas le choix. Et puis c'est ce que soulignait ce matin sur notre antenne Philippe Varin. Si Peugeot continue d'opérer ou Total continue d'opérer en Iran, il n'y a plus d'actionnaires américains au capital de Total et Peugeot. Ils s'en vont tous. Déjà. Et puis une situation. Oui, non, tout à fait. Mais non, c'est regrettable. C'est très regrettable. Bon, voilà, on est dans une guerre commerciale. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Les Chinois ont des
des capacités de coercition vis-à-vis des États-Unis qui sont quand même extrêmement fortes. L'Europe n'est pas unie et donc n'arrive pas à parler d'une même voix. Alors si on va taxer les jeans et les Harley Davidson, éventuellement, bon voilà, on est des nains. Malheureusement. Bon, ben, ce sera le sujet du G20 au Canada, effectivement, en fin de semaine. Je crois qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel peut-être partiront dès demain, je crois. Il y aura sans doute des entretiens bilatéraux. On suivra ça en fin de semaine. Les chefs d'État et de gouvernement qui seront donc réunis au Canada pour ce sommet des 20 plus grandes puissances du monde. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour le Club de la Bourse. Je vous rappelle la clôture à Paris ce soir, moins 0,22% pour le CAC, 5460 points. L'Italie qui inquiète à nouveau, en tout cas qui se rappelle à la mémoire des investisseurs, personne ne l'avait oublié, mais avec le discours du président du Conseil, Giuseppe Conte, qui a créé à nouveau quelques tensions sur les marchés italiens. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.